aussi un processus d'écriture à la plume. Alors, ça a été un exercice qui était assez long. C'est écrire avec une plume. Les chimères de mon esprit. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Bonjour Steve. Bonjour. Steve Isabelle, C'est ça. mais avec un autre nom ou surnom pour les fins, tout à fait, tout au moins du premier ouvrage. Là, que tu Pour, viens à de faire, la fin de cet ouvrage-là, oui, j'ai mis un nom de plume qui s'appelle Géza, qui me revient de mes années du collège. Les gens m'appelaient Géza à cause de Mr. Isabel, fait que ça a venu Jézabel, puis tout le monde m'appelait Géza dans ce temps-là. OK. J'ai gardé ça en souvenir. Et moi, je vais t'appeler Steve. C'est bon. Plus court, plus simple, Plus pour les simple, fins ouais. d'entrevue. Puis ça, Ouais. pour moi, ça couvre plus large. On va parler un peu de ta vie et de ce qui t'intéresse là, dans tout ça, la littérature, là, au premier chef. On est à Saint-Laurent de l'île d'Orléans actuellement. Tu y résides depuis combien d'années environ? Environ 3 ans. OK. Ouais. Avec ta petite famille? Oui. Femme et enfant. Deux enfants. Deux jeunes enfants. Deux jeunes enfants. Ouais. La plus vieille qui revient de la classe, là, il y a Ouais, quelques secondes à peine. Commence à maternelle. Ça va bien. Toi, tu es un petit gars de Matane, je pense. Oui, j'ai grandi à Matane. J'ai passé 17 premières années à Matane. Puis, Matane, ça c'est dans... en Gaspésie. C'est vraiment en Gaspésie. oui, c'est en Gaspésie. C'est le début de la Gaspésie, mettons. À Sainte-Flavie, puis Matane. Alors, bien sûr, Matane, on associe ça à la mer. Est-ce que tu résidais sur le bord de l'eau ou plus dans l'intérieur des terres? Non, je restais quand même pas trop loin. Ouais. Mais tout est proche, la Matane. C'est Ouais. pas une grosse ville. Ouais. C'est sûr que la mer, on la sent. On la sent, Mhm. effectivement, on la Ouais, sent. On ne ouais. fait pas juste la voir, on la sent. Mhm. Est-ce que ça veut dire que dans ta famille, proche ou éloignée, il y a des gens qui vivaient de la mer, de la pêche? Oui, ou, oui, j'ai mon arrière-grand-père et en descendant plus loin, il y avait des goélettes, des compagnies justement de goélettes. Là. Il y avait beaucoup de marins dans une certaine branche de ma famille. Ok. Là. Transportait du bois, j'imagine, des marchandises diverses. Ouais, plusieurs choses, sûrement. Pour approvisionner les villages, souvent. Aussi. Moi, je sais qu'il y a un de mes aïeux qui est mort, il a tombé entre le quai et le bateau. C'était courant, la vie était dure. Là. C'est la vie. Mais c'était ça, comme c'était dur aussi dans les camps de bûcherons. Ah, sûrement. C'était dur sur les terres. Oui, Il y c'était en a dur qui avaient partout dans ce temps. des terres de roche, puis qui s'arrachaient, puis le cœur, puis les femmes de leur côté, ben, ils trimaient dur à la maison, grosse famille. C'était un autre monde. Donc, de vivre près de la mer comme ça, avec un peu ces antécédents-là, ça doit un petit peu nous marquer. On doit avoir le goût de parler de la mer? Oui. De sortir, de voyager? Je voulais partir, mais c'était plus pour vraiment là, découvrir le monde. C'est pour ça que je m'avais engagé. Puis je voulais découvrir du pays. Puis, je pense qu'on n'a pas pris ça. Quand tu t'es engagé, tu es rentré dans l'armée. Oui, j'ai été là pendant 3 ans et demi environ, dans les forces, là, collège militaire. Ça fait 20 ans. C'est loin de ça. Tu as l'air tout jeune. Tu me disais que tu as déjà 38 ans. J'ai 38 ans, oui. La littérature, c'est quelque chose qui est venu progressivement ou qui C'est venu plutôt une méthode genre thérapeutique, d'écrire. Peut-être, je sais pas, il y a des jeunes qui ont des journaux quand ils sont jeunes. Moi, ça m'est juste venu, j'écrivais un peu, mais dans mon plus jeune âge, j'inventais plein d'histoires. J'étais un gars qui inventait tout le temps des histoires. Fait que, l'imagination était débordante. Alors, à un moment donné, c'était venu comme une... J'avais envie de m'exprimer. Tu m'as donné ta sœur, c'est ça? Oui, exactement. C'est un livre qui était vierge à l'époque. Il est beau en plus. Oui, puis il avait l'air vieux. Il est puis, superbe. J'ai commencé ma rédaction. Je suis jaloux, il est très J'ai beau. commencé ma rédaction au plomb. Je l'ai complété carrément presque toute. Là. Puis je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Puis
ben, 6 ans plus tard, c'est un livre qui en a sorti. Un récit de fiction, qui est La pierre venue d'ailleurs. Tome 1, parce que le tome 2, il est écrit, il est finalisé, puis il manque juste à pouvoir un jour le publier. J'ai aussi un recueil de poésie qui s'appelle Les lettres sur l'avenue des Condamnés par Steve Isabelle. Je pourrais vous en lire un peu si vous voulez. Vous êtes une perle, vous éclairez telle une douce veilleuse, d'une lumière bénie merveilleuse, vous survolez la mer tel un ouragan qui déferle, dansez dans les champs de notre ferme, pensez nos blessures et les refermer, et nous, avec nos sacs à malice, nus avec nos vices, nous t'imaginons d'un amour sublime, nous voulons s'abandonner, escalader votre colline, sur les courbes dont nous devinons l'allure d'une rime qui jamais se termine, vous êtes la couleur qui n'existe pas, le cœur qui sommeille par là, fleur éternelle, neige frêle, nous t'aimons, délice et moi, silence, révérence, salvatrice. Alors, c'est certains passages. Comme on dit aujourd'hui, des fois, l'écriture automatique, là, c'est ça. Oui, l'écriture, oui. Ben, ce qui nous vient par la... J'écrivais beaucoup Quand j'écrivais des cartes d'anniversaire, je faisais des longs poèmes, puis à un moment donné, les gens autour de moi trouvaient ça intéressant. Ouais, ma soeur m'a donné un scrapbook comme ça ici. Elle m'avait acheté un livre de même. Puis, j'étais dans ce temps-là, c'était en 2005, puis je travaillais, j'étais comme agent de sécurité. Puis là, agent de sécurité, j'étais assis à une table, là, tranquille. Puis il y en a qui lisent leur journal, il y en a qui font leurs affaires. Puis moi, j'ai dit, bon, je vais prendre un crayon de plomb, puis je vais me mettre à écrire. Fait que finalement, j'ai commencé à la première page, j'étais allé jusqu'à la dernière, puis j'avais pas fini. Puis ça m'a donné, un livre, mon premier roman, qui est La pierre venue d'ailleurs. Donc, c'est dans ce cahier-là que tu as consigné? C'est dans ce cahier-là que j'ai commencé mon processus d'écriture. Okay. Ça remonte à quand, ça, tu dis? Ça remonte à 2005 environ. 2005, quand tu as vraiment commencé à acheter les bases du roman. J'étais un gars qui était... En 2005, j'ai assagi un bon moment donné, j'étais devenu assez tranquille, puis j'écoutais les gens autour de moi parler de tout et de rien, puis j'essayais de prendre ça, puis j'ai essayé de sortir quelque chose. En même temps, j'avais des éléments que je voulais parler, puis ça m'a donné un récit de fiction qui est quand même assez complet, pour moi, en tout cas, j'en suis satisfait. J'ai même réussi à payer mon éditeur. Fait que dans le fond, on attend d'avoir plus de ventes pour pouvoir sortir mon deuxième tome que j'ai complété. Fait que, qui va vraiment s'imbriquer dans le premier, qui va vraiment répondre à toutes les questions que j'ai soulevées dans mon histoire. Donc, c'est un long processus et quand je t'entends faire référence, allusion à les cahiers, on a souvent tendance à penser que c'est plus les filles, quand elles sont jeunes, qui prennent... Oui, bien justement, oui, c'est ça. Toi, en plus, tu t'es engagé dans l'armée, tu y as été pendant quelques années. Ben, moi, j'étais très catharsis, là. Pas catharsis, j'étais extrêmement cartésien. Oui. Je suis devenu catharsis. J'ai essayé de purifier les choses, essayer de voir les choses différemment. Quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement cartésien. Ça marchait comme ça. Donne-moi des preuves, là, je vais dire oui. Okay. Puis, comme l'imagination est partie tout d'un coup, puis j'ai vu que tout était possible. Puis je me suis plongé dans une histoire, puis j'ai voulu la partager en même temps. Puis l'appel de l'armée, c'est parce que tu connaissais d'autres personnes qui y étaient déjà entrées? Ben, j'avais un cousin qui était passé par là. Okay. Puis il avait fait déjà plusieurs fois le tour du monde. J'avais dit, mais en même temps, il payait les études puis tout. Puis, tu avais le goût quand même de poursuivre des études ben oui, le plus prolongé possible. Oui. Est-ce qu'il y avait des choses en particulier qui t'attiraient au niveau études? Tu avais déjà une idée assez précise du genre de... j'ai commencé en ingénierie là-bas. J'ai switché en histoire et politique. Là. Fait que, puis, c'est ça. Mais là, j'ai pas pu terminer mes études. Alors, je me suis retrouvé à Montréal en 96, sans bac, sans diplôme d'études collégiales. Fait que j'étais avec mes amis de l'époque. Puis, tu as eu quelques petites difficultés de santé, je pense. Plus tard, oui. C'est ça. Fait que ça m'a adouci l'âme, justement, mais ça m'a permis aussi d'exprimer beaucoup de choses. Ouais.
Et tu as effectivement pu voyager par l'armée, puis au-delà, en sortant de l'armée par après, tu as quand même... Ben, dans l'armée, c'est plus au Canada. Au Canada. Au Canada, Vancouver, Victoria, en Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Moi, j'ai voyagé un peu parce que ma conjointe, elle adore voyager. Moi aussi, j'ai toujours aimé ça. On aime ça partir. On peut se dire un matin, là, on s'en va, on fait nos bagages, puis on part. Quand on peut, quand on a les moyens, on essaye de le faire. Fait que ça nous a ramassé. On est allé au Maroc, on est allé au Guatemala, au Belize. On a traversé le Canada dernièrement en voiture. On a fait ça en 10 jours aller-retour. Mon jeune, il y avait juste 3 mois. Avec votre famille. Et quand tu étais à Vancouver, tu me disais que tu avais quand même pris la formation pour devenir pilote, je pense. Oui, bien j'étais en début de formation pour être marin, là, être officier maritime. Puis ben là, il y avait une phase qui était en anglais. J'ai pas réussi à m'adapter. Fait que j'ai échoué le cours. Mais quand tu es revenu au Québec, par après, tu as repris les études de ce côté-là? Oui. Ben, j'ai eu l'appel de la mer en 96. J'avais vraiment, quand j'avais fait ma formation, j'étais sur les bateaux, je trouvais ça fantastique. C'était incroyable. Puis l'énergie que ça donnait. Après ça, plus tard, des années plus tard, en 2009, récemment, un de mes amis est décédé, puis juste avant, pas longtemps avant qu'il décède, il m'a dit « Hey, moi, j'ai rêvé que tu étais sur les bateaux. Hein? » Bon, j'ai pris des cours ici, là, à Saint-Romuald, comme des cours de matelotage, fonction urgence en mer. Puis j'ai pu travailler pendant 3 ans avec le groupe Océan. Oui, groupe Division Remorquage Côte-Nord. J'ai bien aimé l'expérience, mais ça ne m'empêche pas d'avoir eu aussi des à côté, des loisirs, pour pouvoir faire différentes choses, parce que dans le fond, on ne peut pas vivre de ce métier-là. C'est ça. Ça donne environ. Alors, qui est complètement deux opposés, ça, qui est carrément un récit de fiction. Si je pourrais vous en lire un tout petit peu. Cette histoire, aussi vieille que les racines de ce monde, a pris une dimension épique au cœur d'un petit pays d'Amérique centrale, à l'intérieur d'une immense salle constituée de pierres taillées. Au milieu de cette salle, 2 hommes discutaient. C'était un pays d'hommes comme tous les autres, à travers le monde, régi par les lois écrites de la main de l'homme, avec des croyances et des cultes propres à ce pays. À vrai dire, dans ce nouveau monde, l'homme blanc de l'ancien continent s'était tout approprié, les terres et les rêves de ces peuples dits sauvages. Ce conquérant ne leur avait laissé qu'une béquille nommée la foi. Une belle béquille, certes, mais quelque peu erronée, puisqu'à l'intronisation du christianisme à Rome, sous le règne de l'empereur Constantin, les rédacteurs de la Bible de l'époque omirent volontairement d'inclure dans le fameux livre que la dernière scène de Jésus, ce devait d'être une commémoration à sa mémoire pour ses futurs disciples. La pureté de son cœur et de ses larmes était respectée chez ses fidèles, de sorte qu'il prêchait la sobriété par le thé. Le vin n'était pas associé à son sang, mais à un rythme de passage. Son sang était la douleur qu'il portait sur son dos pour empêcher ses croyants de trop souffrir lors de leur seconde mort. Le vin, très répandu à l'époque romaine, était déjà un moyen d'enivrer les esclaves, les barbares et la populace, donc un moyen de contrôle. Car l'homme blanc assis sur son trône s'accaparait toujours l'or des plus faibles. Donc, au lieu de boire le vin à titre de rituel seulement, il s'ensuivait une ivresse qui interprétait à tort ce qui fut bâti par sa passion. Les tyrans réalisaient toujours leurs rêves, que ce soit de fortune ou de gloire. Ils se glorifiaient eux-mêmes dans leurs histoires et leurs livres qui effaçaient la mémoire des peuples vaincus. Alors, c'est un exemple. Alors, c'est ça. Alors, parlons un peu plus de ton livre, justement. Donc, c'est le premier tome? C'est le premier tome. Dès le départ, tu me disais qu'il y avait déjà un deuxième tome oui, dans ton c'était esprit. moi, c'était clair et net qu'il y avait une porte qu'il fallait que je ferme. Parce que avec le premier, j'ouvre une porte. Avec le deuxième, je ferme la porte. Okay. Puis ce travail-là, pour moi, est terminé. C'était un manuscrit qui a exigé beaucoup, beaucoup. Parce que, dans le fond, les choses dans lesquelles je médite beaucoup à travers le livre, en faisant un livre de fiction, un récit de fiction. Fait qu'avec une histoire, je parle de choses et d'autres que les gens vont pouvoir, mettons, après la première, deuxième, troisième, quatrième lecture, vont pouvoir peut-être dire, de se donner eux autres aussi des opinions différentes, sûrement. Ça va apporter les gens à discuter. C'est pas noir sur blanc, là. C'est vraiment, j'amène les gens
à vouloir parler justement de ce qui est écrit, pas à se dire, bon, il a raconté une histoire sur telle chose. J'ai voulu, comme premier roman, je voulais essayer de mettre des choses, parler de choses et d'autres dans lesquelles il allait pouvoir avoir des discussions intéressantes. Ça commence déjà juste le premier, le commencement, c'est un discours, discours de clôture par la présidente des Peuples unis de la Terre. On est comme dans un futur proche. Alors, moi, je veux, à l'aide de mon histoire, nous amener là, mais cette histoire-là remonte à bien longtemps. Bien longtemps. Puis, je mets des faits véridiques. Aussi, je mets beaucoup d'imagination. Tu sais, il faut vraiment chercher ça, c'est-tu vrai, ça, c'est moins vrai. Alors, j'utilise l'imagination aussi avec des choses véridiques. Puis, je parle de choses et d'autres. Je parle un peu de l'Allemagne nazie. On va toucher à ça. Donc, il y a des personnages. Des éléments historiques, là, des points d'ancrage qui sont historiques. Des points d'ancrage. Qui remontent à la Deuxième Guerre, je présume. Oui, ça remonte. Ça peut. On est à 2 personnages qui, eux autres, ils ont fui l'Allemagne nazie. Ça, c'est comme un premier temps, là, comme un premier acte. Premier acte. De façon chronologique. C'est un livre en genre 3 actes. 3 actes, oui. Puis, fait que c'est basé sur l'idée que 2 personnes vont faire une découverte qui va changer un peu le cours de l'humanité. Alors, vu qu'on est poussé, vu que je pousse le lecteur à... Une découverte, sans tout dévoiler l'histoire, une découverte qui se fait dans le contexte géographique de l'Amérique du Sud. Oui, en Amérique du Sud, oui. Ils vont faire une découverte, mais dans le fond, les... Archéologique, ni plus ni moins. Quasiment, oui. Fait que... Et il y a une part de fiction parce qu'il y a des éléments d'explication qui font appel au monde extérieur. Oui. C'est pas un récit de science-fiction, c'est vraiment de la fiction. C'est ça. Alors, je pousse le lecteur dans un premier temps, justement, en Amérique centrale. Je le pousse aussi dans un contexte, mettons, d'espionnage des années 70, avec la course à la Lune, des choses comme ça. Donc, deuxième époque. La guerre froide. La guerre Puis froide. après ça, j'amène les gens aussi. Je les amène au début de notre siècle. 3e acte. Oui, 3e acte, au début de notre siècle, où c'est que les gens sont beaucoup plus, comment qu'on pourrait dire, on dirait que confrontés à appartenir à leur boulot, plus qu'à eux-mêmes. J'appartiens à une compagnie, bien de la misère avec ça. Les emplois, là, le personnage est... Je parle aussi que, mettons, le père du garçon en question, ça se trouve être son employeur. Puis sa mère, ça se trouve être finalement les encouragements qu'on lui donne dans son boulot. Là. Les stress, ce qu'on appelle les stress concurrents. J'entendais il y a quelques jours à la radio, le taux d'augmentation des problèmes cardiaques, entre autres chez les femmes. C'est un peu tout ça. C'est la réalité du couple n'est plus celle d'autrefois. Les 2 travaillent. Même s'il y a moins d'enfants en bas âge, il y a une pression énorme. Les garderies, les horaires, on va être compétitif. Permanence n'existe à peu près plus. Il y a le star system là-dedans. Exactement. Puis la visibilité, parce que les réseaux sociaux et l'Internet développent une culture du soi dans un monde qui devrait être encore plus communautaire. Puis il y a comme une fracture quelque part. Oui. Moi, je veux essayer de le porter, le lecteur, dans un avenir rempli d'espoir, où c'est que les gens sont plus... Il y avait moins égoïsme, plus d'humanisme. Mais c'est en passant par là, tu n'as pas le choix d'arriver vers la fin de notre... du début du 21e siècle. Où c'est que c'est genre... où c'est que là, il faut repenser à tout. Il faut tout rechanger les choses. On parle de l'environnement, on parle de tout, l'énergie. Il faut vraiment... là, je crois que le plus grand enjeu à venir dans le 21e siècle, dans les années à venir, dans la future décennie, moi je dirais le siècle, ça va être comment sauver notre humanité. Le 3e acte qui s'appelle La guerre du silence. Nous étions à l'orée du 21e siècle, dans un coin de pays où le monde avait changé. Les jeunes s'arrachaient les cheveux pour essayer de comprendre leurs aînés. « Je ne te comprends plus, mon espèce d'étoile, où vas-tu comme ça? » À la chasse, lui avait bêtement dit son père tout en buvant une gorgée de brandy. Paul en avait plus qu'assez de voir son père l'oublier et ne venant jamais à la maison, toujours au bureau peut-être, en se faisant distraire par sa secrétaire tard le soir. Qui pouvait savoir? Paul ne voulait plus rien entendre de l'autorité. Et ne vous méprenez pas.
En ce temps-là, l'image était telle que dans notre histoire, le père de Paul était son employeur et sa mère était l'encouragement qu'on lui donnait dans son boulot. Il avait le blues à chaque fois qu'il perdait un emploi. Peux-tu reprendre ton cahier de... Oui, c'est là? Non, oui. On l'irait-tu dans ça, même si, à moins que ce soit tellement loin que tu ne voudrais pas l'en parler? Oh, je pourrais. C'est peut-être difficile à lire, je sais pas. L'écriture Non, c'est lui qui l'a écrit. Ben non, mais c'est... L'écriture a peut-être pas allé, puis c'est peut-être plus dans ce sens-là que je... Je pourrais. Jean-Paul, je vais passer. Non, il pose non. Est-ce que je pourrais bien dire? L'entrée de la chambre sanctuaire, mais ce qui semble être une éternité avant de se dégager. L'air qui en sortait n'était ni humide ni nauséabond. Lorsque Friedrich tendit la main pour reprendre la clé qu'il avait insérée, elle sembla se dégager d'elle-même et retomba dans sa main. Puis un autre bruit sourd s'enfuit du mur et le loquet reprit sa place initiale, dans un petit clic poussiéreux. Et ça fait longtemps. Donc, il y a beaucoup de réflexions dans ton livre, beaucoup de considérations sociétales, je dirais. Oui. C'est le troisième élément de ton histoire. Oui, oui, Des éléments historiques, pardon, une trame contemporaine, mais aussi des réflexions qui vont au-delà ben oui, d'un j'amène... style qui serait strictement narratif. Ben c'est sûr, oui, parce que j'amène le lecteur à un moment donné où c'est qu'on passe proche de la catastrophe. Ouais. Très proche de la catastrophe et les humains se réveillent comme tout d'un coup, hey, on a manqué de tout se détruire. Comme ça, on sortait d'un mauvais rêve, mais oui, exactement. juste au bon moment. C'est ça, oui. Donc, il y a un deuxième tome dont l'écriture est complétée, tu me disais? Oui, mon roman est complété. Je parlais de suite tout à l'heure, mais de la façon dont tu en as parlé, c'est pas vraiment de suite, en fait. C'est les deux s'imbriquent un dans l'autre. Ils s'imbriquent un dans l'autre. Tu vas avoir des... Il y a une synchronicité, mais c'est exactement. les angles de vision qui ne sont pas les mêmes. Différemment, oui. Des éléments de réponse qui permettent de mieux comprendre les bases des questionnements du problème. Exactement, parce que le premier, après plusieurs lectures, là, tu vas dire, bon, OK, mais avec le deuxième, il s'imbrique l'un dans l'autre. Il y a une histoire à l'intérieur de l'histoire aussi. Elle est beaucoup plus scénarisée, mettons. Okay. Plus, on la voit comme une histoire. Okay. Et puis, ça va vraiment fermer mon livre. Et puis, j'espère que les gens vont en discuter ensemble. C'est ce que j'allais dire. Un petit appel aux téléspectateurs. Donc ben oui. C'est plus que la lecture d'un tome, mais c'est aussi le plaisir de pouvoir s'y retrouver. Oui, puis carrément de dire, non, c'est pas bon ce que tu as fait, là. Moi, j'aimerais ça, parce que j'ai eu très peu de commentaires, et puis je voulais que les gens en discutent, tu sais, puis dire... parce que c'est des opinions personnelles en même temps. Ouais. Puis aussi, je donne certaines visions des choses que moi j'ai. Fait que si ta coupe est pleine, tu arrives là-dedans, tu vas lire ça, tu te dis non, moi je vois pas ça partout comme ça. Je comprends ce que tu veux dire, en fait, parce que l'auteur de littérature souvent est confronté à lui-même, contrairement à un chanteur, par exemple, où il y a l'énergie de la salle qui lui revient. Alors je comprends qu'un type qui écrit pendant une longue période en vase clos a besoin d'être nourri par les commentaires de son public. Oui, exactement. Pour pouvoir se repositionner ensuite pour la suite. Exactement. Je suis allé dernièrement, à mon 20e du secondaire. Ouais. Fait que j'ai parlé à des gens que j'avais pas vus depuis des années et des années. Puis là, ça m'a permis justement d'écouler un peu mon livre. Là. Fait que, donc, c'est juste une question de mise en forme, d'édition, de diffusion pour le deuxième tome. Est-ce que tu as d'autres projets à plus long terme? J'imagine que dans ton esprit... Dans le milieu de la créativité, oui. Ben, j'ai un recueil de poésie qui lui, il est complété, ça fait très longtemps, il n'est pas édité. Puis, Lettres sur l'avenue des Condamnés, c'est un recueil que j'ai essayé de faire poétique, que finalement, lorsque je l'ai mis en page au complet, lorsque j'ai vu la vision que moi j'avais faite, c'était quasiment à caractère identitaire. Beaucoup, entre un peu le Québec, les racines religieuses, puis aussi
J'aborde aussi l'Indien qui est en nous. Ah oui, la part de métissage. Ouais, exactement, le grand métissage qu'on a vécu ensemble, puis j'en parle beaucoup. Ben écoute, Steve, je trouve ça en balance ce que tu viens de nous présenter, puis même dans tes projets futurs, il y a une graine encore de nouveaux froment éventuels. Là, j'ai plein d'idées. J'avais écrit une pièce de théâtre à caractère humoristique. J'ai entamé un troisième roman qui est plutôt carrément à l'opposé de tout ce que j'ai écrit. C'est une histoire complètement différente. C'est un gars qui était au bout du rouleau, puis il veut commettre un vol de banque, puis là c'est carrément ailleurs, avec du joual, puis un caractère beaucoup plus un gars qui a des difficultés. Juste dans le quotidien, jusqu'à un certain point. Oui, c'est un gars qui la malchance tombe dessus. Mais je m'amuse parce que je mets beaucoup d'humour dedans. Je m'amuse carrément. Oui, j'essaie. On pourra découvrir. Peut-être. Ça va dépendre de si je vais pouvoir le publier et être lu. Malgré tes 38 ans. Ouais, ben c'est ça. Encore tellement jeune. Écoute, bravo, encore une fois. On voit que c'est pas quelque chose d'accidentel, que c'est un beau parcours que tu as entrepris et qui va sûrement t'amener plus loin. Ah oui, ben finalement, j'étais à l'opposé de où je croyais jamais à être ici devant vous. C'est un grand plaisir de te rencontrer. Et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. Mais merci beaucoup. T'es un artiste sur une liste. Sur une liste de suspects, de gens qu'on surveille de près. T'es un artiste.